elle fait une recherche sur le voile indien, ce voile dont vous avez vu très souvent les femmes avec leur sari se protéger la tête. Et ce voile n'a aucune relation avec la religion, mais elle fait une recherche là-dessus pour peut-être justement mieux comprendre tous ces problèmes de voile. Donc je vais lui laisser la parole pour le soufisme et l'Inde. Je voudrais dire à nos fidèles des spectacles PA qu'ils ont déjà vu un lien entre le soufisme et l'Inde à travers les Baols l'année dernière, puisque la philosophie mystique des Baols s'inspire entre autres du soufisme. Voilà, vous allez tout savoir. À tout à l'heure. Merci d'être venu écouter et j'espère que je serai à la hauteur de vos attentes. Alors je vous avoue que le titre de mon intervention m'a fait un peu peur parce que le soufisme en Inde, déjà pour parler du soufisme, il faut être spécialiste et encore, est-ce que je ne suis pas spécialiste du soufisme. Et en Inde, pour parler de l'Inde, je pense qu'il faut 45 vues minimum. Donc je vais essayer de, comme l'ethnographie le propose, de réduire ce titre à un exemple particulier. Certainement que certains d'entre vous ont déjà peut-être même assisté au rituel que je vais vous présenter. En fait, je vais vous présenter un rituel en Inde, qui a lieu en Inde, dans toute l'Inde, mais pas qu'en Inde, il peut aussi avoir lieu en Iran, en Asie centrale, au Pakistan, en Afghanistan, pour illustrer mon propos. Parce que définir le soufisme et définir le soufisme en Inde, c'est quand même un vaste programme et je ne vais pas pouvoir faire ça en 1 heure. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous, tous, vous êtes familiers avec l'anthropologie. Je vais vous la définir un tout petit peu avant de commencer pour que vous ayez un aperçu des méthodes que je vais convoquer et du cadre théorique que je vais convoquer pour vous parler de ce sujet. Donc, l'anthropologie, c'est l'étude des cultures, c'est l'étude des sociétés humaines et c'est l'étude des êtres humains, des relations entre les êtres humains, leur environnement physique, leur environnement sociologique, des êtres humains entre eux. Et donc ça, c'est l'anthropologie. L'ethnologie, c'est l'étude d'une partie d'une société, par exemple d'un rituel ou d'une pratique sociale comme la pratique du voile que la dame a très bien décrit tout à l'heure, ou de différentes pratiques d'un village et de montrer comment ces pratiques sont cohérentes pour les êtres humains qui les font. Les êtres humains ne font rien par hasard, ils sont sans arrêt en quête de sens et du coup l'anthropologie est elle-même en quête de ce sens. Qu'est-ce qui donne sens aux sociétés humaines ? Et pourquoi les individus font ce qu'ils font? Pourquoi le font-ils collectivement? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Qu'est-ce que ça implique pour eux? Donc une des bases de l'anthropologie, et ce depuis Claude Lévi-Strauss dans les années 20-30, c'est sortir de l'ethnocentrisme, ce qu'il a appelé le relativisme culturel. C'est-à-dire plutôt que d'essayer de plaquer une grille de lecture par rapport à nos propres valeurs à nous, nos propres normes à nous, sur des sociétés qu'on connaît très imparfaitement, essayer le plus possible de déconstruire les outils avec lesquels on pense le monde et appliquer des outils, des méthodologies, ce qu'on appelle endogènes, c'est-à-dire internes au pays qu'on va étudier ou aux sociétés qu'on va étudier le plus possible. C'est jamais possible. L'objectivité n'existe pas. On dit de l'anthropologie que c'est une science, mais c'est une science très inexacte, mais comme les sciences dures aussi finalement. Les théories et les hypothèses sont sans cesse revisitées. Donc l'anthropologie a aussi tellement conscience d'elle-même et de la subjectivité de la personne qui observe, puisqu'on ne va pas observer en étant quelqu'un de neutre et de vide, on va observer avec nos propres subjectivités, notre